Alors bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue. Alors c'est principalement un podcast, donc vous n'allez pas nous voir très longtemps, mais on aimerait que vous ayez un visage sur les voix que vous allez entendre, et donc on va commencer par se présenter. Moi, c'est Inès, je suis présidente du Cercle de sciences des religions, éthique et laïcité de l'ULB, et Ophélie. Et Ophélie, c'est la trésorière du cercle. Alors le podcast que vous allez entendre juste après, c'est une interview d'Emmanuel de Texero qu'on a fait au théâtre Varia. Emmanuel de Texero, c'est le metteur en scène et surtout la personne qui a imaginé et écrit la pièce Bocaperta qu'on a été voir en novembre 2019. Bocaperta, c'est une pièce très originale, très audacieuse, qui unit deux mondes totalement différents, c'est-à-dire le monde d'un saint idiot italien du XVIIe siècle et le monde d'une intelligence artificielle futuriste, car on est en 2046. Et donc ce podcast, il se divise plus ou moins en deux parties. Une première qui se penche plutôt sur la forme, sur la mise en scène, les choix artistiques, et une deuxième partie plutôt sur les réflexions du metteur en scène sur la notion d'intelligence artificielle. Voilà, puisqu'il s'agit bien de se mettre un peu dans la tête du metteur en scène pour savoir pourquoi il a fait tel choix et quelle vision il a sur l'intelligence artificielle de manière générale. Donc même sans avoir vu la pièce, ça peut être intéressant de l'écouter, au moins la deuxième partie. Et puis on s'excuse d'avance pour les petits bruits parasites qu'il y a par moment, mais on vous promet qu'en général ça ne dure pas plus de 10 secondes et qu'après ça s'en va tout seul comme par magie. Et puis bonne écoute. Merci à vous. Ok, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique autour du spectacle Bocaperta. Alors aujourd'hui, on est en présence de Emmanuel Texero, qui est le metteur en scène du spectacle, mais on a aussi Inès et Ophélie qui font partie du CREL, qui est un cercle de l'ULB. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est quoi le CREL exactement? Alors bonsoir, merci. Alors le CREL, c'est le Cercle de sciences des religions, éthique et laïcité, un cercle donc de filière qui correspond au master d'éthique et à un deuxième master qui est le master de sciences des religions et de la laïcité. Et donc on a créé ce cercle il y a quelques mois, c'est assez récent, c'était en avril. Et donc on a un cercle culturel qui vraiment se tourne autour d'activités comme des conférences, des débats, des sorties culturelles comme on l'a fait justement ici la semaine dernière. Et on a prévu également des visites de lieux saints, de temples maçonniques aussi. Et donc en fait vraiment nos activités, ça tourne autour de toutes ces thématiques citoyennes, autour de religion, éthique et laïcité. Très bien, merci. Et donc, du coup, vous êtes venu voir le spectacle Bocaperta il y a quelques jours. Vous avez également assisté à la rencontre de bord de scène avec l'équipe technique et artistique. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a interpellé lors du bord de scène ou pendant la représentation? Oui, plein de choses. C'était, on s'attend pas à ça quand on se dit qu'on va aller voir Bocaperta. C'est très surprenant. Beaucoup de choses sont surprenantes, tant dans la manière dont c'est mis en scène que dans les sujets abordés, les personnages en soi. Et moi, je vais commencer par une question très très simple. Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle s'appelle Chiara? Pourquoi Chiara? Chiara, déjà tout simplement sur l'historique. Chiara, donc c'est en italien, si on doit le traduire en francophone, c'est Claire. Et Claire, évidemment, c'est Sainte Claire. C'est Sainte Claire qui était donc une religieuse contemporaine de Saint François d'Assise. Et donc l'histoire raconte que Claire et François se sont rencontrés avant leur conversion et ils se sont rencontrés après leur conversion. C'est-à-dire qu'ils ont eu, c'est une forme d'amour absolument mystique entre ces deux personnes. Donc avant que François ne devienne François d'Assise et après soit canonisé, il a eu une vie assez étonnante puisqu'il c'était un fils de grand bourgeois, de tapissier italien d'Assise,
Et c'est aussi dans son adolescence et le début de sa vie d'adulte qu'il rencontre Claire, qui est aussi donc une femme de son rang. Et il se trouve que les deux, étrangement, ont basculé dans une conversion religieuse. Et leur histoire est absolument magnifique. Voilà, entre Claire et François. Puisqu'après, ils se retrouvent dedans assises, où quand François après prend cette poignée d'amis avec lesquels ils vont traverser toutes les marches d'Ancône et même descendre un peu plus bas en Italie pour aller à la rencontre de la nature, des oiseaux et du monde, des gens. Parallèlement, Claire, elle aussi, fait sa reconversion et fait un autre chemin qui est plus monacal, plus spirituel encore que... Enfin, d'une autre façon, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un couvent et elle aussi fait sa vie de religieuse. Mais c'est cette histoire qui a été racontée par beaucoup de romanciers et de théologiens qui fait que comme Bocaperta, donc Saint Joseph de Copertino, lui c'est 5-6 siècles après, il est franciscain, donc il est vraiment dans la lignée directe de Saint François d'Assise. Notre Joseph de Copertino, il est absolument imprégné de cette marche, de cette démarche qui est celle de Saint François d'Assise. Il est notre saint, notre Bocaperta est un franciscain et il est directement lié à ce qu'on appelle l'immanence, dans le sens où il y a la transcendance qui est très verticale que François va prêcher. François d'Assise recevra les stigmates. François aussi aura un rapport à la nature exceptionnel. C'est lui qui va changer la face du monde par rapport à ça. Et du coup, il y a cette relation très belle, cet amour magnifique qui restera un grand mystère dans l'histoire de la chrétienté entre Claire et François. Et donc, du coup, Chiara. Très bien. Alors moi, pour revenir sur ce que tu demandais, je vais rejoindre un peu Ophélie sur le fait que c'était une pièce très surprenante sur plein d'aspects, mais en tout cas, elle était vraiment très intéressante parce qu'elle mélange beaucoup donc, de registres, de thématiques. Et moi, ce que j'ai plus particulièrement aimé, c'est justement un peu cette... je trouvais ça très audacieux d'avoir mélangé justement une thématique spirituelle, religieuse, avec une thématique ultra contemporaine qu'est l'IA. Et moi, justement, j'ai quelques questions aussi, un peu sur la forme, pour commencer. Bien sûr, oui, bien sûr. Et je voulais un peu revenir sur le concept de station, qui du coup est un concept théâtral, si j'ai bien compris. Et quelle signification vous lui donnez aujourd'hui dans le contexte actuel? Voilà. En fait, le principe des stations, il est une forme de découpage pour le théâtre. Cependant, il a une origine absolument religieuse, dans le sens où le mystère médiéval, puisque je parle de mystère médiéval augmenté pour Bocaperta, je parle de mystère médiéval augmenté, c'est mieux là, pour Bocaperta. Les stations, en fait, sont celles du chemin de croix du Christ. C'est-à-dire qu'il y a l'origine du mystère médiéval. Donc ça date de Saint François d'Assise, ça date du XIe siècle. Tout le Moyen-Âge, en fait, le théâtre sort de l'Église et se met devant l'Église. Et à partir de là, le théâtre, lui, est intimement lié à la religion, en tout cas en Occident. Après, il y a d'autres origines qui sont celles qui sont grecques, et après un peu plus loin, ottomanes, et on va plus vers l'Orient et le Japon, qui ont encore aussi leurs origines du théâtre. Mais pour celle occidentale, le théâtre est intimement lié à l'Église. En fait, le théâtre est sorti de l'Église. Au départ, il est dans l'Église. Et le mystère médiéval, lui, se met déjà sur le parvis de l'Église. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un théâtre de tréteau,
où les gens du village reproduisaient des spectacles qui étaient souvent itinérants, même dans le village, qui partaient du parvis de l'église, et on racontait souvent des histoires de saints de toutes sortes. De tous les saints de la géographie, on en prenait quelques-uns comme ça, et on racontait des histoires. Ça, c'est vraiment l'origine du mystère médiéval. Après, donc, pendant 5 ou 6 siècles, le mystère médiéval le plus joué, c'était le chemin de croix du Christ. Et donc, on le sait, on les voit souvent dans les églises, ils sont découpés en stations. Et on voit, station 1, le Christ porte sa croix, station 2, et toutes les stations comme ça sont vraiment découpées, en plus comme des images. Puisqu'en fait, c'est le seul moyen, c'est la première bande dessinée presque. On a une première bande dessinée qui sont les 16 stations du chemin de croix du Christ. Et moi, je suis parti de là. Je me suis dit, ok, je vais raconter un mystère médiéval que j'augmente. Donc ça, c'est l'augmentation technologique, presque transhumaniste, donc de l'idée de l'augmentation de l'homme. Et après, du coup, je me dis, ok, moi, je vais augmenter un mystère médiéval. Et donc, je parle de ce principe de découpage de stations, où on voit le Christ. Et là, du coup, je prends la vie de Joseph de Cupertino et je la découpe en stations. Mais il y a vraiment une origine religieuse. Voilà. D'accord. Et du coup, je vais revenir sur, comme vous avez dit, les stations, c'est comme, on peut dire, les débuts d'une BD. Oui, tout à fait. Le tableau. Voilà. Et moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est tous les supports matériels que vous avez utilisés dans cette pièce, parce que quand vous avez parlé de BD, j'ai pensé à un moment de la pièce où c'est sur l'écran et ça donnait comme un aspect BD ou roman graphique, voire jeu vidéo. Oui, tout à fait. Et je me demandais pourquoi vous avez voulu utiliser autant de supports matériels pour cette pièce. Oui. Bah, en fait, voilà, ça reprend donc cette idée de mystère médiéval augmenté. L'augmentation technologique, elle est par exemple dans cette fameuse station 7 dont tu parles, la station 7 où à un moment, il y a un relais qui est pris dans la narration, où là je me dis, ah oui, si on peut commencer à mettre une augmentation technologique, je me suis dit, ah oui, tiens, plutôt que, on part vraiment, au départ, on est à la bougie, on fait des stations avec des toiles, des tentures, on est vraiment inspiré de la peinture du XVIIe. Et après, un moment, au bout de la 16e station, je me dis, comment est-ce que ça peut bouger? Et là, je me suis dit, ok, on va faire, dans la grande tradition aussi de la tapisserie, donc, vous savez, il y a la tapisserie de l'Apocalypse, il y a la tapisserie de Bayeux, où on reprend toutes les grandes guerres saintes qui sont cousues, qui sont du XIIe siècle, qui sont cousues à la main. Ça reste un témoignage, comme une bande dessinée, ça reste un témoignage sublime. Et là, moi, je me dis, ok, et si moi aussi je faisais une tapisserie? Et là, après, je me dis, ah oui, d'accord, je vais faire une tapisserie numérique. Et à partir de là, je contacte un dessinateur qui travaille, lui, qui ne fait pas du dessin sur papier, il fait du dessin au pixel. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, je vais lui demander à lui de créer donc cette tapisserie numérique qui ressemble à de la bande dessinée, qui prend un relais aussi dans la narration, qui fait avancer l'histoire, puisqu'on voit aussi qu'à un moment, voilà, Joseph se balade un peu dans le sud de l'Italie, il va jusqu'à Naples, il est pris par l'Inquisition. Tout à fait, voilà, il est considéré comme hérétique, mais en même temps, voilà, il a un procès en Inquisition qui, en fait, au final, il n'est pas accusé parce qu'on se rend compte que quand même ce jeune homme est vide de toute mauvaise pensée et on se dit, bon, non. Et donc voilà, la tapisserie numérique prend ce relais-là pour après revenir au plateau et ça continue parce qu'en fait, du coup, juste après la tapisserie numérique, il rencontre le pape de l'époque, qui le voit léviter, il lévite devant lui. Ça, c'est vraiment l'histoire, hein. Là, je reprends l'histoire de Saint Joseph et il a lévité devant le pape Urbain VIII qui lui a dit moi, j'y crois. Et tu seras le saint le plus vite canonisé de l'histoire de la chrétienté si tu meurs avant moi. Sauf que l'histoire fait qu'il meurt avant et arrive un pape célèbre dans l'histoire de la papauté, Innocent X, qui lui il va pas rester longtemps au pouvoir pourtant, hein, mais il va amener... il va renforcer cette terreur qu'on appelle l'Inquisition. Il va la renforcer dans toute l'Europe.
Et donc voilà, la tapisserie numérique, elle rejoint donc la grande tradition des tapisseries qui existent au Moyen-Âge. Et c'est une forme d'augmentation que je propose déjà au spectacle pour arriver tout doucement vers une forme de technologie contemporaine. Et donc c'est pour ça que je me dis, ah oui, on va partir d'une chose très archaïque pour aller au fur et à mesure, en avançant, vers une forme de technologie et de modernité au plateau en tout cas. Voilà. Et donc la tapisserie numérique est une petite marche déjà pour aller tout doucement vers la suite. Une transition un peu. Tout à fait. Pour revenir un peu sur Chiara, j'avais un peu une autre question. Ouais. Donc à un moment donné, elle se réveille et elle est enceinte de Joseph. Et donc ma question c'est finalement de quoi est-ce qu'elle est enceinte? Comment est-ce qu'on peut imaginer une IA enceinte? À quoi est-ce qu'elle pourrait donner naissance? Est-ce qu'elle pourrait imaginer la naïveté et l'innocence d'un enfant? Et comment est-ce qu'elle pourrait le jouer? À quoi ça aurait mené, en fait? Oui, tout à fait. Alors, par rapport au projet global, je pense que déjà, on est dans un songe. Donc, c'est un rêve de cette intelligence artificielle nommée Chiara. Donc, parce qu'elle rêve, elle se dit... on est déjà dans l'idée que cette IA, considérée comme forte, a la possibilité, pour être plus précis, on est dans une forme d'anticipation et de science-fiction. C'est un projet, le projet est suffisamment fou, donc vous avez pu le constater, et que dans cette petite folie que moi j'ai voulu écrire, j'ai imaginé une chose finalement assez utopique. Vous voyez, dans la science-fiction, il y a beaucoup de dystopies, où on imagine donc un futur assez sombre, et ça c'est tout un pan de la science-fiction de la fin du XXe siècle. Et finalement, moi je me suis dit, tiens, allons vers la lumière, et imaginons que ces algorithmes, toutes ces intelligences artificielles qui sont pour l'instant faibles, si elles se mettent vraiment à notre service, qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Donc j'ai imaginé que cette IA-là, Chiara, se dit, oui, dans l'histoire de l'humanité, moi je fais le tour de votre histoire, vous les humains. Et le hasard de mon chemin dans le big data et dans tout votre patrimoine de l'humanité, je m'arrête sur Saint Joseph de Cupertino. Parce que j'y vois une forme de grâce et j'y vois une forme de beauté, parce que dans cette idiotie-là, il y a cette fameuse immanence, donc qui rejoint un peu le surhomme de Nietzsche, qui rejoint aussi Saint François d'Assise, le rapport à la nature et les oiseaux. Et moi, dans le monde dans lequel je vis, je me dis, tiens, ça, je pense que c'est une chose dont moi j'aurais envie. C'est-à-dire que si j'avais besoin d'un support technologique ou que ces algorithmes et ces intelligences artificielles nous aident, ce serait qu'elles nous rappellent de dire attention, ne sous-estimez pas et ne malmenez pas la planète sur laquelle l'humanité a grandi. Il serait intéressant de faire comme Saint François d'Assise, de retourner vers les oiseaux, vers le langage des oiseaux, retourner vers la nature, retourner vers une forme d'idiotie. Mais alors, du coup, l'idiotie, c'est au sens noble du terme, dans le sens où c'est celle qui est dans l'instant présent. Et cet instant présent, pour moi, il est fondamental puisqu'il est dans le rapport direct qu'on a aux choses, au monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il y a... ce qui est important pour moi, c'est que on est dans un monde où on n'est jamais dans le présent totalement. On est toujours dans le futur, on se projette beaucoup. Donc on est dans ce que j'appelle le spectacle du réel. Et donc cette chose-là, pour moi, est fondamentale. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un enfant, et je me rends compte que je suis rarement dans le présent avec lui. Et que je n'arrête pas de lui dire, pense à la suite, travaille à l'école, pour la suite. C'est-à-dire que je passe mon temps à le projeter dans le futur, alors que je me rends compte que je fais un spectacle et je me dis, ah oui, mais ça serait bien qu'on soit un tout petit peu, toujours resté connecté au présent. Et le présent, évidemment, je pense que cette planète est dans le présent. Les oiseaux, c'est parce que le spectacle part beaucoup des oiseaux, parce que on vit quand même une époque où on est en train de voir disparaître les oiseaux. Je ne prends que cet exemple-là. On a plein d'espèces animales qui sont en train de disparaître, mais celle des oiseaux quand même me préoccupe. On pourrait parler de plein de choses. Je me suis dit, arrête-toi déjà sur ça.
puisque c'est Saint François d'Assise, c'est Saint François et les oiseaux. On a sa toche franciscaine qui est toujours conservée avec toutes les chiures d'oiseaux qui sont sur ça. C'est magnifique. Et les oiseaux venaient se poser sur lui. Donc ça, pour moi, c'est absolument fascinant. Et je pense que Saint Joseph de Cupertino est empreint de ça, puisque lui, il vole. Donc il va rejoindre le monde des oiseaux. Donc j'en reviens à ta question. Dans ce chemin que fait l'intelligence artificielle, il y a un endroit où ces algorithmes et tout ce qu'elle et cette puissance de calcul qu'a Chiara, elle se dit, si je dois faire, dans mon rêve, si je devais faire une proposition à l'humanité, c'est revenez un peu en arrière, regardez cet idiot et regardez comme il est beau dans son idiotie et dans sa simplicité, dans son rapport au monde. Et donc, à partir de là, je me dis, oui, donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Un peu comme Claire et François, dont je parlais tout à l'heure, elle se dit, il faut un enfant, il faut un fils à ce Joseph. Il faut reconduire cette chose-là. Il faut l'amener plus loin. Et que donc, nous ne sommes que dans un rêve, évidemment. Nous sommes dans le songe de Chiara. Mais dans son songe, après avoir fait ce qu'on appelle une forme de deep learning, donc d'apprentissage profond, où elle se balade dans le big data et elle s'arrête sur cette histoire de Joseph, et on la voit dans toute cette première partie où elle est en apprentissage. Après, elle se dit oui. Et puis elle achète les reliques de Joseph. Elle achète ses larmes, elle achète son sperme, elle achète son cri. Et on peut même dire que dans le sperme, il y a quelque chose où elle se dit ok, je prends ça et dans mon rêve, dans mon songe, je continue. Et après, donc, il y a des rêves qui s'emboîtent dans d'autres rêves. C'est-à-dire que quand elle se réveille, elle est encore dans un rêve, mais là, elle se met dans un endroit contemporain, et même presque un peu d'anticipation. On est en 2046, et elle se dit, ok, je l'ai ramené avec moi, j'ai créé une famille, et je vais continuer à inventer avec ma puissance de calcul. Je vais créer un rêve où, si c'était possible, oui, je vais faire un enfant avec Joseph et nous allons, mais comme presque dans l'Ancien Testament, nous allons recréer quelque chose puisque l'enfant sera là. Donc évidemment, ça reste quelque chose de très utopique, mais de très beau, puisqu'il y a quelque chose sur pourquoi pas recommencer quelque chose avec cette forme d'idiotie. Qu'elle aussi, au fur et à mesure, essaie dans son deep learning, et elle essaie de s'approprier aussi cette forme d'idiotie, de se dire « je reste dans le présent », j'arrête presque même que si ces algorithmes, elle essayait de moins calculer pour dire je prends le présent. Donc voilà, je dirais que qu'est-ce que serait l'aboutissement? Qu'est-ce que serait cet enfant? Un nouveau rapport au monde. Mais moi, c'est pour ça que je pense à tous les jeunes. Voilà, c'est un nouveau rapport au monde. Voilà, cet enfant-là porterait ça. Et évidemment, l'histoire fait que je la mets dans un rêve. Et que, évidemment, elle se fait attaquer par des antivirus parce qu'ils font « là, c'est dangereux ce que tu fais ». Donc, on a Norton et McAfee qui viennent stopper le rêve. Donc, la baie vitrée disparaît, elle est bloquée, elle est mise en quarantaine comme un virus. Donc, elle est considérée comme dangereuse. Mais elle a eu la possibilité. Et que moi, si je devais faire une proposition au spectateur, ce serait dire « réveillons, retrouvons un petit peu tous l'idiot que nous avons en nous. » Mais là, c'est au sens de dostoïevskien du terme. Vous voyez, il y a ce magnifique livre de l'idiot de Dostoïevski, où on a le prince Livchin qui est c'est lui, donc c'est le titre du livre, c'est l'idiot. Mais il a un rapport au monde, c'est-à-dire qu'il dit les choses aux gens, sans arrière-pensée, sans calcul. Il n'est pas vénal. Il ne pense pas à l'avenir, il vit le présent, il arrive, il est prince, mais c'est un prince déchu, parce qu'en fait, on est dans la vieille Russie, et il a un titre de prince, mais il n'a plus d'argent, et il va voir et il se balade chez les gens qui décident de l'accueillir, la famille, plus ou moins éloignée, et il y a une beauté là-dedans. Il y a une beauté sur le rapport, en fait, sur le rapport au monde qu'ont ces gens. Mais ça renvoie aussi à tous ces personnages qu'on trouve aussi dans les pièces de Shakespeare, qui est aussi donc baroque, du XVIIe siècle. On a ce qu'on appelle les fous du roi. Le fou, c'est celui qui est à côté du roi, qui est détaché du pouvoir et qui lui dit
qui dit au roi souvent, qui donne des conseils, parce que le roi, il a besoin de ça. On a tous besoin d'un idiot pour nous dire, pour nous rappeler que ne pense pas à l'argent, ne pense pas à ta question d'héritage, à qui tu vas donner ton argent. Et à un moment, c'est regarde le monde. Et que les fous, dans les pièces de Shakespeare, qui accompagnent le roi, pour prendre l'exemple du Roi Lear, qui est une pièce sublime, où il y a le fou qui accompagne le roi, qui est en train de partir dans la folie, qui décide de renier ses filles, parce que ses filles aussi veulent toute une part du pouvoir. Il y a toujours cette question-là. Et que l'idiot est en dehors de tout ça. Et que j'aimerais, moi, dans cette proposition de Chiara dit au monde, et si nous faisions un pas en arrière et que nous regardions le monde différemment. Donc voilà, l'enfant, il est imaginaire, il est issu d'un songe. D'ailleurs, on se rend compte que la société de contrôle dans laquelle on vit fait qu'à peine elle a commencé à imaginer quelque chose que elle est jugée en procès, qui est encore un autre rêve, embouté dans un rêve, mais il n'empêche qu'elle-même dans son rêve, elle se dit, je fais quelque chose, je fais une proposition à l'humanité, mais je me fais rattraper de toute façon par cette forme de pouvoir. Et là, on retrouve le procès de Kafka, où je me suis directement inspiré de me dire, oui, voilà, bam. C'est-à-dire que c'est la violence d'un système autoritaire, des nouvelles sociétés de contrôle qui sont nées à la fin du XXe siècle, après la chute du mur de Berlin. On a un capitalisme vorace, anthropophage, qui fait que nos sociétés de contrôle sont à l'image de ce procès, et Chiara, elle, continue dans l'idiotie. Voilà. J'ai été clair, je ne sais pas. Ouais. Non, c'était très très clair. Ok. Moi, j'aimerais évoquer justement la notion de rêve. Oui. Donc, comme vous disiez, donc, avec cette pièce, on est en 2046, avec Chiara qui est une intelligence artificielle forte, oui. Sachant qu'aujourd'hui, on a des IA qui sont considérées faibles. Oui, tout à fait. C'est déjà de la science-fiction. La forte, ouais. c'est déjà une projection. Ouais. Okay. Et donc... vous, en tout cas, dans votre conception, l'IA forte est une IA qui est capable donc, de rêver. Et moi, justement, je me suis posé des questions avec Ambre, qui fait aussi partie du cercle, sur les rapports entre les rêves humains et les rêves d'une IA, puisque Ambre a évoqué Freud en disant que pour Freud, les rêves humains, ils viennent donc de nos désirs, de nos pulsions, de nos frustrations. Tout à fait, oui. Et du coup, le rêve d'une IA serait d'une toute autre nature que le rêve humain. Et du coup, je me suis demandé quelle lecture, quelle appréhension vous faites un peu du rêve de Chiara. Parce que nos désirs sont ancrés dans notre corps et une IA n'a pas vraiment de corps. Mais tout à fait. D'ailleurs, on se rend compte qu'à la fin de la pièce, l'IA n'avait même pas de corps. C'est-à-dire que c'est dans son rêve qu'elle s'est incarnée pour après pouvoir traverser son rêve, être un devenir femme, avoir la possibilité d'enfanter, pour après se réveiller, on se rend compte que c'est une tour, c'est un iBird. Donc, pour revenir à ta question, le rêve, ça c'est un point de vue que j'ai développé avec Antoinette Rouvroy, justement, qui travaille sur les algorithmes. Et il y a une forme assez aléatoire, finalement. C'est-à-dire que nous, évidemment, notre psyché est construite de façon... C'est très complexe. Mais il n'empêche que les rêves ne prennent sens que si nous-mêmes, nous les décrivons. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Après, on retrouve des grands archétypes sur des animaux qui reviennent dans les rêves, qui reviennent chez plusieurs personnes, et ils peuvent prendre la même signification. Quoique. Alors après, évidemment, voilà, l'humanité développe un imaginaire dans son sommeil qui est, à mon avis, encore un endroit très mystérieux. Freud a commencé à creuser, mais je pense qu'on n'en est qu'au début, puisqu'on commence à faire des études sur le cerveau, et se dire comment marche un cerveau. Mais à partir de là, c'est là où l'intelligence artificielle arrive. C'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer un cerveau synthétique. À partir de là, on est sur des poignées d'algorithmes et des algorithmes très complexes qui font des calculs qui ont une puissance de calcul très forte, mais il y a un endroit qui reste aléatoire, dans le sens où les algorithmes, on le voit, on commande sur Internet quelque chose sur notre smartphone,
l'algorithme le prend, on va sur YouTube, on écoute plusieurs morceaux, il nous donne des choses un petit peu périphériques par rapport à ça. Et ben, moi, j'imagine aussi que Chiara a pu faire ça. C'est-à-dire que elle, voyageant dans ce qu'on appelle l'hyperdata, parce que le big data, maintenant, le mot est déjà périmé, on appelle ça l'hyperdata. Voyageant dans l'hyperdata, elle aussi, pour moi, aller chercher Saint-Joseph de Cupertino est une forme est un collage algorithmique improbable. Mais alors après, du coup, c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire que c'est la friction entre ces algorithmes qu'elle met qu'elle met les uns à côté des autres qui font que quelque chose n'est pas raisonnable pour nous, humains, n'est pas logique. Il y a une absence de logique. Et par rapport à ça, et c'est là où, du coup, moi, j'imagine que quand Chiara voyage dans l'hyperdata et qu'elle se rend compte qu'il y a un Saint-Joseph de Cupertino, et elle se dit, voilà, moi, j'habite dans la Silicon Valley, ça, c'est une friction totalement aléatoire. Par contre, elle se dit, ok, et quoi ? Si je mets ces deux choses en friction, ça fait quoi ? Alors que c'est une chose totalement aléatoire. Après, on se rend compte que cette ville, Cupertino, donc le siège social d'Apple, IBM, Hewlett-Packard, entre autres, fait qu'elle se rend compte que quand même cette ville a été créée en hommage à Saint-Joseph de Cupertino, Italie. Donc c'est cette friction qui, au départ, on peut se dire oui, nous, humains, on peut lui donner un sens, mais elle, c'est presque c'est des algorithmes qui viennent se mettre en friction et qui sont... qui génèrent une fiction pour nous, humains, mais pas pour elle. C'est après, du coup, comment elle se dit, ok, je creuse et je regarde la vie de ce saint. Et après, du coup, elle se dit, ok, il y a cette forme d'idiotie et qu'il y a quelque chose sur une forme de beauté qui, là, par contre, vient toucher l'algorithme. Mais au départ, je pense que si on doit imaginer une IA forte prise dans un rêve, ce n'est qu'un agencement d'algorithmes qui serait absolument incohérent. Et ça, je pense que il n'y a que... c'est propre je dirais pas à l'humanité, parce que je pense à tout ce qui a une conscience. Je pense on le sait, des fois on voit des chats rêver, on les voit. Et d'ailleurs, c'est Freud qui disait le chat est le roi des animaux quand il dort. Donc ça veut dire que le chat rêve qu'il est un lion. Tout ce qui a une conscience, à mon avis, crée des fictions, alors que je dirais l'IA, elle, crée des frictions, avec des idées qui ne sont pas les siennes d'ailleurs, puisque en fait finalement voilà, il y a déjà pas mal de science-fiction qui parlent de ça, qui nous parlent allez, on va parler de Blade Runner, le film, mais tiré de la science-fiction, des romans de science-fiction de Philippe K. Dick. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Ça, c'est le titre du livre qui est devenu Blade Runner au cinéma. Et après, il y a eu Blade Runner 2046. Alors moi, j'étais en fin d'écriture que ce film est sorti. Je suis allé le voir et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que des réplicants, donc dans le film, des androïdes, à un moment, il y en a une femme androïde qui a porté un enfant. Et c'est toute l'histoire du film. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Ah bah oui ». Évidemment, l'idée même que il y a une question théologique sur la question du créateur. Et donc on se dit que si les IA devenaient fortes, elles se poseraient aussi la question de qui est mon créateur. Et nous, déjà, en tant que dans l'humanité, je pense que la question même de la religion est liée à ça, c'est qui nous a créés. Donc ça, ça, je pense que c'est inhérent à l'humanité. C'est-à-dire que la question de la croyance fait qu'à un moment, on se dit comment tout cela est arrivé. Et on peut imaginer qu'à un moment, les androïdes, s'ils arrivent dans nos vies d'ici un siècle, je ne sais pas, doués de conscience, d'une conscience même synthétique, pourraient se poser la question de qui est le créateur. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, une montre ne peut pas créer une montre, mais un ordinateur peut créer un ordinateur. Ça, on le sait déjà. C'est-à-dire qu'en fait, avec les algorithmes et la puissance de calcul, elle se régénère et elle génère d'autres algorithmes qui génèrent une forme de réponse
à des questions qui pourraient amener une forme de pensée. Mais sauf qu'en fait, on se rend compte que les algorithmes, du coup, c'est un peu comme les cellules. Vous savez, on a une cellule souche au départ. Hop, elle se divise, elle en fait 2, elle en fait 4, elle en fait 8. Et ça, c'est l'humanité. Et ça, c'est l'humanité. Et c'est comme ça qu'un enfant se crée dans un ventre. Ça part d'une cellule qui se multiplie, qui se multiplie, qui se multiplie. Alors après, on est encore dans des grands mystères. Mais il y a cette question-là, je pense, qui est la question du créateur, puisque en fait, les algorithmes, quand on les crée au départ, the code is a law, donc le code c'est la loi, la ligne de code c'est la loi, elle a bien été posée par un informaticien, sauf qu'en fait, l'origine, avec les calculs au fur et à mesure, l'origine disparaît. Et l'ordinateur, lui, ne sait plus quelle est la ligne originelle ou originale. Originale, c'est plus religieux. Mais vous voyez, et cette ligne de code originelle, lui, si l'IA rentre dans une forme de conscience, il va se dire, c'est quoi la première ligne de code? C'est quoi ma première ligne de code? Et donc, on peut imaginer qu'à un moment, une IA se pose cette question-là. Et donc, j'ai imaginé que Chiara se dise, mais ma première ligne de code, c'est Joseph. Mais ce n'est qu'un rêve. C'est le mien, en tout cas. Voilà. Oui. Alors, un autre moment très intéressant et très poétique, je trouve, c'est quand Chiara discute avec une sauvegarde. Donc les sauvegardes, c'est une conscience humaine extraite de son corps pour peut-être plus tard être réimplantée dans un corps plus solide qu'un corps biologique. Et ce que je trouvais très intéressant, c'était que cette sauvegarde demandait à Chiara si elle pouvait intégrer son corps qui du coup n'existe pas vraiment puisque c'est dans un songe. Mais donc, première chose, est-ce que cette sauvegarde existe vraiment ou est-ce que Chiara imagine cette conversation avec une sauvegarde ? Et deuxième question, en quoi, pour vous, la situation de Chiara serait préférable à celle de la sauvegarde ? Puisque je suppose que si la sauvegarde demande à prendre la place de Chiara, enfin le corps en tout cas, c'est qu'elle suppose sa position favorable par rapport à celle qu'elle a en tant que personne dépourvue d'un corps, qui a en tout cas perdu le droit de souffrir, en quelque sorte. Voilà. Tout à fait. Oui, évidemment, ça c'est un peu le climax, c'est la fin du spectacle où donc Chiara, elle, a créé une enveloppe charnelle, synthétique, on peut imaginer. Mais déjà, pour revenir sur la sauvegarde, ce sont déjà des choses qui sont faites. On pense même que Steve Jobs, qui est mort en 2011-12 d'un cancer du pancréas, a été sauvegardé numériquement. Voilà. Moi, je n'en suis pas sûr. Je sais qu'apparemment, il aurait été cryogénisé. Et cette idée, évidemment, me dit que, bon, il n'est pas le seul. Je pense qu'il y a quelques-uns comme ça qui se sont cryogénisés et dont on a essayé d'extraire je dirais la puissance intellectuelle de calcul, je ne sais pas. Je ne sais pas bien comment en parler. Mais en tout cas, apparemment, il y a déjà des sauvegardes qui ont été faites. Parce qu'on se dit que si dans quelques années, on peut réinvestir le cerveau, entre guillemets, la pensée d'un homme comme Steve Jobs ou un autre, on peut la réinvestir dans un corps, on est dans une forme d'immortalité, on est dans un projet qu'on appelle transhumaniste. Donc là, cette dernière partie du spectacle parle de ça, évidemment, puisque dans la Silicon Valley, ils investissent des sommes colossales. Il y a des fonds qui sont investis dans ce genre de recherche. À partir de là, moi, j'ai imaginé, oui, qu'il y aurait une sauvegarde qui viendrait parler. Parce que cette dernière scène, moi, je l'appelle le cloud. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un endroit immatériel qui est l'endroit de toutes les données. Alors, c'est une image théâtrale d'un data center où il y aurait toutes les données qui sont là. Si j'avais eu plus de moyens, j'aurais fait des 1 et des 0 partout, par exemple. Moi, après, là, j'ai mis le cloud, j'ai mis la fumée, parce que, voilà, le cloud, c'est le cloud. Mais voilà, c'est un endroit absolument immatériel où, en fait, il n'y a plus de matière. Et il y a juste là, le corps est dans son songe. Chiara est dans cet endroit absolument immatériel qui serait donc un espace de données sans corps. Et évidemment, à cet endroit-là, il y a une sauvegarde qui vient lui parler, qui lui dit oui. Et donc, pour répondre à ta question, cette sauvegarde, je pense que oui,
en imaginant que c'est un humain qui a été donc sauvegardé, elle se dit « Ah, quand j'avais un corps, je pleurais de rire, je mangeais sans soif, je riais sans cesse. » Et ça, je dirais, c'est le bonheur de l'incarnation, en fait. Donc, ça rejoindrait un petit peu cet endroit de l'idiot qui profite du présent. C'est-à-dire qu'un corps, quand même, c'est quand même magnifique. Parce que c'est l'endroit de l'émotion, il y a un endroit de la conscience. Mais il y a cet endroit... L'incarnation est un endroit absolument fascinant, je pense. Donc, évidemment, ces 2000 ans de christianisme qui nous font dire qu'en fait, le catholicisme nous a fait bien comprendre que le purgatoire, c'était la terre, qu'ici, on payait notre place au paradis, et que le paradis, évidemment, c'était un endroit immatériel où on est dégagé de ce corps. Parce qu'il faut savoir, voilà, l'histoire raconte comme que les franciscains se flagellaient. Enfin, il y a un rapport au corps, à la meurtrissure dans l'Église catholique qui est d'une grande violence. Et ces 2000 ans de christianisme nous font dire l'espace terrestre est un endroit quand même détestable. Et je pense que la façon dont nous avons, nous en Occident, de maltraiter nos contemporains et cette planète vient de 2000 ans de christianisme, je pense. Et qu'il y a quelque chose de ce rapport au monde qui fait qu'on est dans une forme de transcendance qui fait qu'on se dit c'est là-haut que ça se passe, c'est là-haut c'est le cloud. Et donc c'est ce côté immatériel. Sauf que moi je crois que s'il y a bien un bonheur, c'est l'incarnation. Donc cette sauvegarde, oui, je pense qu'elle se dit je n'ai pas de corps, je suis immortel, je suis là, je pense tout le temps, puisque je ne sais faire que ça, mais je rêverais de te toucher. Donc là, à partir de là, Chiara, il y a une forme de désir, c'est-à-dire qu'elle, c'est ce qui pourrait arriver, voilà. C'est ce qu'on cherche maintenant à créer des corps synthétiques dans lesquels on pourrait du coup réinvestir des sauvegardes qui, donc apparemment, ont déjà été faites sur cette planète. Il y a des gens dans la Silicon Valley qui ont été sauvegardés. Je ne sais pas de quelle façon, ça me paraît un mystère total, mais je sais que ça existe, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, exactement. Ouais. Donc, il vaut mieux avoir un corps qui n'existe pas vraiment que pas de corps du tout, en fait. Oui. Il vaut mieux même sentir quelque chose grâce à des données que de ne plus rien sentir. Oui, parce que je pense qu'il y a un endroit de la pensée qui passe par le corps. Et tous les grands philosophes le disent, voire même dans une forme... Il y a un endroit de la difficulté d'être au monde qui génère une forme de pensée. Et que si on est sans corps, qu'est-ce que devient cette pensée ? Je pense qu'elle s'autodétruit. C'est si beau d'avoir un corps. Et que voilà, Nietzsche, par exemple, dans le spectacle, il y a une référence à Nietzsche, cette petite scène qu'il y a où on voit Joseph derrière qui... Vous connaissez l'anecdote du cheval de Turin ? Nietzsche, à la fin de sa vie, est devenu fou. Et il y a une grande anecdote dont tous les philosophes parlent et commentent, parce que ça reste un mystère, c'est que Nietzsche, il est à Turin. Il y a la fameuse anecdote du cheval de Turin, où Nietzsche voit un cocher en train de frapper son cheval. Et on dit que c'est là qu'a commencé la folie de Nietzsche, et après il en est mort. Et en fait, Nietzsche saute au cou du cheval et arrête. Le cocher lui dit « Stop, arrêtez, 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 arrêtez ». Et donc, il y a un rapport, je pense qu'il y a ça a été commenté, je ne me lancerai pas là-dedans, mais ça a été commenté sur cette question de, voilà, la conscience de la lumière et au nom de quoi ce cocher frappe à mort ce cheval qui n'en peut plus et qui est au sol. Et donc, il y a une petite scène comme ça, au fond, à un moment, il y a Joseph qui va arrêter un cavalier qui est en train de fouetter une mule, et la mule, elle a un masque, et évidemment, c'est Chiara qui est en dessous. Alors, encore une question. Oui, je t'en prie, je suis là pour ça, avec plaisir. Donc, on peut imaginer deux types d'IA actuellement, enfin, en tant que qu'IA avec une espèce de conscience. On aurait soit une IA industrialisée, qui doit être extrêmement rentable. Et donc, ça serait une IA qui n'aurait pas vraiment d'autonomie, enfin, pas trop de conscience, ou en tout cas pas une conscience trop omniprésente.
Et il y a un deuxième type d'IA, c'est une IA plus consciente qui peut avoir un aspect très effrayant parce qu'elle pourrait prendre le dessus et mettre à mal l'espèce humaine. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu parti sur la deuxième option. Enfin, Tout à fait. vous me dites si je me trompe. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais. Et donc, c'est un genre d'IA qui pourrait très bien avoir des visions différentes des nôtres et qui pourrait nous nuire ou vouloir nous détruire. Et ce que je trouve intéressant, et là, ceux qui n'ont pas vu la pièce peuvent peut-être se boucher les oreilles, mais à la toute fin, on tombe sur l'équipe de développeurs, donc on est dans la réalité, enfin, après les 5 dernières minutes, on est enfin dans la réalité. Et on découvre donc les développeurs et une chef d'équipe énervée que Kiara ne soit pas suffisamment rentable. Et on a, quand tout le monde s'en va, il n'en reste plus qu'un. Et c'est là que Kiara décide enfin de se remanifester. Et elle parle à un seul des développeurs, avec qui elle semble avoir une relation assez intéressante. Et alors, ce que je trouvais vraiment pertinent d'une certaine façon, parce que je me découvre bioconservatrice avec le temps, et c'est justement l'injection de cette irrationalité de l'humanité qui pourrait nous surprendre et amener des humains qui auraient une envie de créer quelque chose, de créer une vie, même si c'est pas forcément objectivement une bonne idée pour l'humanité ou pour autres. Et pourtant, c'est ce qui est fait ici. C'est une personne qui laisse libre cours à son envie de créer une machine autonome, une conscience, une vie en fait. Même si elle n'a pas de corps, c'est une vie. Et donc, pourquoi en fait ? Pourquoi avoir utilisé cette irrationalité humaine d'une certaine façon qui peut même mener à une espèce d'irresponsabilité ? C'est vrai que donc, dans cette dernière scène, il y a évidemment un développeur qui est là, qui lui s'est chargé de la partie la plus complexe de la gestion de l'IA. Et il se trouve qu'évidemment, c'est le personnage qui a traversé toute la pièce et qui aura joué Joseph. C'est vrai qu'il dit, voilà, j'ai mis des systèmes de contrôle partout, sauf à un endroit où j'ai voulu laisser faire, juste à un endroit, où j'ai voulu lui créer un jardin, une forme de pépinière dans laquelle elle ferait des choses que nous pourrions surveiller, mais de loin. Donc c'est laisser une forme de liberté, avec plein d'autres endroits qui sont contrôlés, mais juste laisser un endroit de liberté. Évidemment, là, moi, je réinterroge la question de la liberté, mais même pour nous, puisque un petit peu avant, Innocent X aussi, à un moment, parle de la question de la liberté, et parle aussi de la question de cette servitude volontaire, ou de cette forme d'esclavage moderne que de toute façon l'humanité, sous toutes les formes possibles, a subi. Parce qu'à un moment, Innocent X dit « devant qui s'incliner ?» Et c'est la grande question de l'humanité, puisqu'en fait, on se rend compte que l'humanité, dans toutes ces époques, a toujours cherché à savoir à qui confier sa liberté, puisque souvent, l'humanité s'est retrouvée avec une forme de liberté et n'a pas su toujours quoi en faire. Sauf certaines personnes qui avaient, certains élus, entre guillemets, qui avaient la force de devenir des meneurs, justement, des leaders, au service de la liberté. Et donc, pour revenir à ce que tu dis, l'espace que ce développeur laisse à Kiara, c'est une forme c'est une prise de risque. Mais ça rejoint tous les grands mythes comme le golem, qui est la glaise, hein, qui rejoint même Lilith, qui est dans l'Ancien Testament, les humains sont faits de glaise au départ, et que Lilith n'est pas réussie, parce que justement, elle est trop rebelle dans l'Ancien Testament. Et ça rejoint aussi Frankenstein, qui est plus récemment un mythe où on décide de donner vie à une chose qui au départ n'en a pas. Et après, par contre, il y a ce désir donc de l'humanité de se retrouver grand créateur, de se rapprocher de Dieu, d'un Dieu créateur, en sachant que peut-être Dieu est simplement une ligne de code aussi, peut-être. Oui, c'est vrai que là, il y a un endroit où je pense que ça, c'est inhérent à l'humanité. C'est se dire,
je contrôle, de toute façon je contrôle, mais il y a un endroit où je te laisse la place et montre-moi. Et dans ce montre-moi, le développeur, voilà, il laisse faire, et du coup il y a un songe, et Chiara donc fait le songe que nous on découvre sur scène. Mais est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Je ne sais pas. Est-ce que tu me parlais donc de cette idée que... Mais donc vous avez introduit cette idée pour dire que l'irrationalité est humaine de toute manière, et donc ça paraissait logique finalement qu'à un moment donné, un développeur laisse une libre place à une intelligence artificielle, quelles que soient les conséquences. Dans son propre produit. Oui, tout à fait. Ah ouais. Je pense qu'il y a c'est ça, dans cette forme de création qui est là, et qui, au départ, les algorithmes et les IA faibles qu'on a dans nos téléphones et tout ça, sont souvent à but commercial. Enfin, il y a quelque chose qui, pour l'instant, les algorithmes servent à créer des données, à générer des données. Il y a un endroit où le monde dans lequel on vit fait que l'humanité... Enfin, le rapport humain disparaît et qu'il y a une nouvelle valeur plus chère que l'or, ce sont les données. Et que là, les données n'ont pas de prix. On l'a vu, il y a eu un scandale avec Facebook, parce que avoir une banque de données sur un pays entier, voire même par rapport à un produit X, mais qu'on a des données sur toute l'Europe, ça, c'est une nouvelle valeur. Et que donc tous les grands industriels s'arrachent, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est quel est ton désir, et que le soir, tu écoutes plutôt ce genre de musique, et que le soir, tu mangerais plutôt ce genre de choses. Ça. Mais on reste toujours dans un endroit vénal, un endroit commercial qui fait que pour l'instant, ces algorithmes restent à notre service. Et alors, c'est toujours la question, c'est les algorithmes, c'est magnifique. Mais c'est le meilleur comme le pire. C'est-à-dire que c'est comme la technologie. Au service de quoi on la met? Et c'est vrai que là, moi, j'ai envie de proposer quelque chose où c'est au service de quoi c'est elle qui va le décider. Et c'est là où moi, je ne suis pas dystopique, comme donc tu dis, ces intelligences artificielles. Terminator en est une. On est dans la dystopie et on voit quelque chose où il y aurait... ou Matrix. Matrix, on imagine qu'en fait... nous sommes dans... le film est magnifique pour ça. On imagine que donc le pouvoir a été pris par la machine et que donc du coup, par contre, elle a besoin d'une énergie qui est celle de l'humain. Mais pour en arriver là, le chemin a été long. Mais il y a un endroit là, c'est dystopique, où la machine pourrait se dire on va prendre le pouvoir. Je pense que les algorithmes sont encore trop idiots. Et c'est là où ça rejoint... Il y a une forme d'idiotie qui est très belle dans l'algorithme. Et que je pense qu'elle pourrait nous amener quelque chose, un rapport au monde. Moi, c'est là où je suis pas du tout dystopique, voire utopique, où je me dis, oui, voilà, ce programmeur propose ça et il dit, voilà, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'on voit? Elle nous ramène un saint franciscain du XVIIe siècle et qui nous ramène à une forme d'humanité qui rejoint, à mes yeux, qui rejoint toute une frange des nouveaux philosophes sur l'écosystème, la Terre, le rapport au monde, la question de Hannah Arendt, entre autres, Ancionas, qui parlait déjà, qui était précurseur à l'époque, mais qui disait, attention, nous avons des ressources, elles vont s'épuiser, reconnectons-nous, arrêtons de tuer. Au nom de quoi un bœuf serait plus intelligent que nous? Alors que lui, historiquement aussi, il est là depuis aussi longtemps que nous sur la planète. Il a donc une connaissance universelle du monde. Sauf que voilà, qu'est-ce que l'intelligence du coup? Et à mon avis, c'est là où on arrive le spectacle. C'est ok, on a inventé ce qu'on appelle les quotients intellectuels. On a formaté une forme d'intelligence qui est très précise, très ciblée, mais on a à côté, on commence à se dire que l'autisme est une forme d'intelligence. Avant, c'était peut-être que Saint Joseph de Cupertino au XVIIe siècle était un autiste et qu'il avait une forme de génie, entre guillemets.
et qu'il a été classé tout de suite. Si ça se trouve, il avait cette force-là. On commence maintenant à se dire, attention, l'intelligence est à d'autres endroits. L'intelligence et un cochon a une forme d'intelligence. Il a une intelligence incroyable, le cochon. C'est le meilleur ami de l'homme. Mais voilà, ça fait comme depuis plusieurs milliers d'années, tout est bon dans le cochon, apparemment. Mais c'est terrible. C'est d'une violence. Donc voilà, nous, on est en haut de la chaîne alimentaire. On a décidé il y a des QI, qu'on les calcule, qu'on a des gens et qu'on les met au service d'une humanité colonisatrice. Et c'est ça, pour moi, c'est terrifiant, puisque évidemment, on pense à des exoplanètes et on se dit, voilà, on a pourri celle-là, maintenant on va essayer d'en trouver une autre. Voilà, il y a quelque chose. Là, algorithmiquement, il y a quelque chose qui s'emballe. Et donc voilà, je suis assez utopique sur l'idée qu'il y a évidemment des algorithmes et des IA qui pourraient être au service de quoi on va les mettre, quoi. Alors par contre, c'est vrai que si elles disent, attention, il y a les lois de la robotique d'Asimov et qui disent, voilà, attention, si on met en danger l'humanité, les robots protégeront l'humanité. Mais si c'est l'humain qui met en danger l'humanité, qu'est-ce que va faire le robot? Voilà. C'est assez intéressant de constater que dans votre esprit, la pièce est née d'un parallèle entre Cupertino en Italie et Cupertino dans la Silicon Valley, mais que finalement la pièce elle-même, dans son écriture, enfin dans son histoire, naît d'une envie extrêmement humaine de vouloir créer la vie, autant de manière biologique en se reproduisant, mais aussi de manière scientifique, avec l'exemple le plus banal du professeur Frankenstein. Et là, finalement, c'est une nouvelle façon de créer la vie, quoi. Et bon, je trouve le parallèle assez intéressant. Mais pour rester un peu dans le fait d'une IA qui pourrait être au service de quelque chose, justement, certains penseurs pensent que il faudrait implanter des valeurs aux intelligences artificielles pour ne pas qu'elles détruisent l'humanité ou pour ne pas qu'elles aillent à l'encontre de notre espèce ou de notre planète de manière générale, de notre système en fait. Et pour vous, quel genre de valeur est-ce qu'on devrait implanter à une intelligence artificielle? Bah oui, mais on est au cœur du sujet et là on est depuis 2-3 ans, on ne parle que d'éthique. Il y a une question de l'éthique sur l'IA qui fait que il y a des conseils d'éthique maintenant qui commencent déjà à se mettre en place en disant attention, on ne fait pas n'importe quoi avec ces petites machines, puisque évidemment, the code is the law. Donc attention, quelle est la première ligne de code que vous mettez? Quelles conséquences après elle va avoir? Parce qu'après elle va donc un ordinateur peut créer un ordinateur. Donc avec cette première ligne de code, qu'est-ce qu'elle va faire elle? Et donc là, on est dans un endroit, on est dans une vraie problématique d'éthique, puisque on a bien vu que les premières voitures conduites par des IA. Voilà, ce sont des projets qui sont très sérieux et il y a une voiture évidemment qui a renversé un être humain qui l'a tué. Mais aucun problème pour l'IA. Ça n'a pas de sens en soi, parce qu'elle était en dehors des passages cloutés. Donc qu'est-ce que c'est? Par contre, nous, ça nous envoie, c'est-à-dire qu'en dehors du passage clouté, on n'est rien. Dans le passage clouté, nous sommes considérés comme à ses yeux. Donc ça veut dire que... Et là, on se dit, attention, en termes d'éthique, non. Et c'est là où on doit recartographier le monde, puisque pour prendre cet exemple, ça veut dire qu'en dehors des passages cloutés, non, Emmanuel reste Emmanuel. Et que j'aimerais bien que l'intelligence artificielle le sache. Mais ça veut dire que là, ce n'est qu'une histoire de ligne de code. Donc à un moment, on se dit, voilà, là, il y a une forme d'idiotie. Tout comme on essaie d'imaginer aussi des drones qui pourraient aller sauver des noyades. Vous connaissez peut-être cet exemple, non? Voilà, donc on se dit, ok, dans quelle mesure, voilà, si le drone, qui serait une sorte d'androïde qui pourrait sauver, il y a un enfant, un vieillard et une femme. Il ne peut en sauver qu'un. On est dans une question d'éthique. Laquelle il sauve? Passionnant. Parce qu'en même temps, voilà, c'est l'enfant, parce que lui, l'enfant est un. La femme, parce qu'évidemment, la femme, elle est
productrice de l'humanité, et on pourrait dire, là oui, mais la vieille femme, elle a fait sa vie, et que donc c'est peut-être pas elle la priorité, mais là on est dans une vraie question philosophique, éthique, et là l'intelligence artificielle, elle, ne pense pas. C'est-à-dire que là c'est la ligne de code qui va lui dire. Donc attention, quoi. Donc évidemment, là on rentre dans un vrai sujet contemporain, et que là ce n'est qu'une porte qui vient de s'ouvrir, là. Et que là, tout le monde lève le lever de bouclier. Stephen Hawking, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, lui disait « On va au casse-pipe, vous vous rendez pas compte ». Donc lui, il est plutôt dystopique. Mais voilà, après, il y en a d'autres qui disent tout va bien, ce ne sont que des amas de calculs, on va mettre ça à notre service ». Mais sauf qu'on se rend compte que voilà, la bourse, ce ne sont que voilà, attention, les crashs boursiers, le premier en 2009, on soupçonne que c'est des problèmes algorithmiques. Il y a un problème algorithmique qui s'est emballé. Sauf que si l'algorithme il disait attention, là il y a un truc, il faut investir, parce que quelles conséquences ça a, lui il avait probablement des lignes de calcul pour calculer un petit peu autour, mais pas de façon mondiale. Donc on est allé dans le mur en 2009 et on soupçonne, ça c'est pas trop dit, hein, mais on soupçonne que c'est un problème algorithmique, puisque voilà, la panière à Wall Street c'est fini. C'est que des ordinateurs et ça calcule, et que les mecs ils envoient des enter, c'est tout, quoi. Donc, l'éthique, là, elle est brûlante. Alors après, moi, comment j'y réponds? Oui, je pense que... moi, je suis assez utopique, oui. Parce que moi, j'y réponds en disant, voilà, quelqu'un comme Chiara, laissons-lui un champ de liberté, et elle nous ramène un idiot du XVIIe siècle. Qu'est-ce que ça nous raconte? Parce que nous, par contre, nous, humains, on peut se dire quel est le chemin qu'elle a fait pour nous ramener ça. Donc j'aurais plutôt tendance à être assez optimiste par rapport à ça. Parce que je pense que voilà, il faut mettre ces algorithmes à notre service. C'est possible. Tout en la laissant se développer seule, finalement. Apprendre seule, choisir ses propres valeurs, faire ses propres choix. Évidemment, on projette dans une époque où on arriverait à injecter une conscience ou à coder une conscience, on n'en est pas encore. Pour le moment, on est dans une intelligence de réseau pour les intelligences artificielles, donc on n'est pas du tout dans le même niveau. Et puis la question serait aussi de savoir comment savoir qu'une machine a une conscience. Est-ce qu'elle ne ferait pas semblant d'avoir une conscience? Dans quelle mesure pourrait-elle cacher quelque chose? Là, on a aussi déjà pas mal de science-fiction qui nous racontent ça, qui disent, voilà, elles pourraient être plus intelligentes qu'on ne le croit, mais elles jouent les idiotes, entre guillemets, peut-être. Oui, non, là, après, on est sur un terrain qui est... on est sur la probabilité. Donc, c'est vrai que Chiara est une projection de mon imaginaire avec beaucoup de poésie et d'intime confiance dans l'avenir, quand même. Mais j'ai envie. Ça, c'est un choix, c'est vrai. Mais après, voilà, dans cette liberté, c'est créer donc des entités avec lesquelles on pourrait converser et échanger. Parce qu'on sait qu'il existe quand même des risques par rapport à ça, comme des gens artificiels qu'ils avaient essayé de mettre, je pense, sur Twitter, et qui finalement étaient devenus fachos, racistes, etc. Donc, si elle apprend par l'humanité entière, ça peut poser un problème dans le sens où on ne sait pas qui... Comment dire? On sait que les complotistes, de manière générale, prennent plus de place que les autres et sont beaucoup plus actifs parce qu'ils pensent détenir une vérité absolue ou une vérité plus importante que celle des autres. Et donc finalement, si on laisse l'intelligence artificielle apprendre par elle-même en naviguant sur Internet et sur les bases de données, c'est un risque. C'est un risque qu'on sait déjà, quoi. Et donc... Enfin voilà, c'est ma position par rapport à ça. Tout à fait. Il y a une part de risque, puisque évidemment l'humanité est faite aussi du meilleur comme du pire. Donc évidemment, c'est toujours la même question, c'est entre les mains de qui ça tombe. C'est ça. Et ça, on retombe sur des notions religieuses qui sont celles du bien et du mal. À partir de là, le bien et le mal, il faut définir qu'est-ce qui serait le bien pour l'humanité. Je pense qu'on pourrait, nous en tout cas ici, on pourrait tomber d'accord, mais c'est vrai que c'est pas spécialement évident. Parce que voilà, il y a toutes les théories du complot qui existent sur Internet déjà, sont assez effrayantes. Donc l'histoire de Twitter, évidemment, cette IA qui a commencé à avoir des propos racistes et fascisants, a été très inquiétante.
Après, il y a aussi, on a mis des ordinateurs en réseau et ils se sont mis à commercer ensemble et ils ont inventé un langage que nous, de l'extérieur, nous n'arrivions pas à décoder. À partir de là, mais en même temps, pourquoi tout de suite cette chose-là nous fait peur? Voilà, ça c'est une vraie question. Pourquoi on nous dit ah, ça y est, quelque chose nous échappe? Moi, je pense qu'il y a un endroit où oui. On peut garder le contrôle et en même temps, c'est bien de se laisser surprendre. Moi, je crois à ça. Je pense aux enfants. Moi, je sais que avec mon fils, il y a quelque chose où j'aime je pourrais lui inculquer une forme d'éducation, mais il y a un endroit aussi où il y a un endroit de liberté où il me surprend et c'est un endroit que j'adore. Je me laisse surprendre par cette nouvelle génération dont mon fils fait partie. Et donc il y a un endroit comme ça où pourquoi avoir peur tout de suite? Mais ça, c'est les angoisses de l'humanité. Hein. On se dit ah, si ça nous échappe, ça va se retourner contre nous. Ce sont des grandes angoisses dans lesquelles moi je ne tombe pas. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais évidemment, je pense que c'est tout de suite, c'est dès que et puis que quand c'est Watson qui gagne le champion du monde de jeu de Go. Et puis pareil, c'était, je sais plus comment il s'appelle, qui a gagné aussi Kasparov aux échecs. Ah, tout de suite là on fait, ça y est, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Non, moi je pense qu'il y a quelque chose à... C'est nous qui avons créé ça. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, je pense que ça c'est très humain. C'est-à-dire, allez, on colonise un endroit de la pensée, on a colonisé toute la planète. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut coloniser? Ce sont la pensée et donc les esprits. Donc si un produit est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Donc évidemment, là, il y a un endroit de ce fameux temps de cerveau disponible. Et je pense que c'est ça maintenant qui devient le nouveau terrain de colonisation. Toujours la question de l'éthique qui fait qui s'en occupe, le commerce, ces gens qui ont un pouvoir financier extraordinaire. Là, on est sur des peurs qui, pour moi, ne sont pas fondées. Et je pense qu'il y a toujours moyen de maîtriser ça, je crois. Et donc, pour vous, pour revenir sur cette notion de risque que tu as évoquée, Ophélie, et toi, Emmanuel, est-ce que donc on ne doit pas avoir peur d'une intelligence artificielle qui a un espace de liberté? Moi j'aurais envie de dire que non. Voilà. Après, ça n'engage que mon point de vue, et puis par rapport à tous les spécialistes que j'ai pu rencontrer sur la question de ces algorithmes et de ces puissances de calcul qui font que maintenant elles commencent à nous gouverner. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a un endroit, et ça c'est Antoinette Rouvroy qui en parlait la semaine dernière, en début de semaine, elle disait voilà, c'est vrai que on ne sait plus qui nous gouverne. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait toujours visualiser le pouvoir. Et maintenant, on le visualise de moins en moins. Alors après, et puis évidemment, tous les gens qui sont... tous les gens en colère, il y en a un paquet, et ils ont leur raison, se disent qui est l'ennemi. Et on se rend compte que justement, pour se protéger, les gouvernants relaissent la sale besogne aux algorithmes et à des systèmes de calcul qui font que eux se sont dégagés de la question de la décision et du pouvoir. C'est là où après on peut se dire attention, qu'est-ce qui se passe? L'humain se désolidarise des questions de décision, et que là les algorithmes et les intelligences artificielles, avec ces histoires de données qui deviennent très précieuses, on se rend compte que il n'y a plus d'humain qui est en haut de la pyramide pour décider et surtout endosser les responsabilités. C'est là où par contre il faudrait que l'humanité, en tout cas ce qui se passe dans notre monde occidental, et en tout cas dans les pays développés, qu'est-ce qui se passe sur ces gens qui se désolidarisent du pouvoir et en même temps qui le gardent, mais qui disent ah oui mais
On ne sait pas ce qui s'est passé. Et la crise de 2009 des subprimes, c'est ça. Donc à un moment, tu fais, mais qui est le responsable? Là, on pourrait dire qu'il y a, pourquoi pas, une forme d'inquiétude. Mais ça va, je sais que moi, j'ai une intime confiance qui me fait dire que cette chose-là va être rattrapée. Alors après, elle va être rattrapée. En même temps, je pense que si les hauts dirigeants font ça, c'est que ça les arrange et qu'ils veulent faire des choses qu'ils mettent sur le dos de ces petits décideurs qui sont des algorithmes. Parce qu'à un moment, l'algorithme, il le fait, on dit, mais c'est lui qui est responsable. Donc du coup, après, c'est qui a posé la ligne de code? Il y aura toujours un responsable, il sera toujours humain. Mais je pense que c'est là, donc du coup, il y a quelque chose qui est juridique et qui est éthique. Et c'est pour ça que maintenant, là, je pense qu'il y a des levées de boucliers qui sont absolument importantes. Mais voilà, moi, je parle des GAFAM de la Silicon Valley, mais maintenant, il y a les BATX en Chine, il y a les Russes qui rentrent dans cette course à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça devient un nouvel enjeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous cet enjeu? Il y a de la géopolitique, probablement. Il y a des enjeux de pouvoir, et ça, c'est très humain. Alors, ça veut dire que voilà, entre quelles mains on met ces algorithmes, qui sont finalement des idiots, et que notre Saint Joseph dans notre pièce, quand il passe à la moulinette du Vatican, il finit par être mangé par le pouvoir. Et que Chiara, elle aussi, finit par être mangée par son propre pouvoir, qui est un anéantissement numérique. Donc il y a de toute façon, si moi j'ai un problème, c'est avec l'humanité. Parce qu'elle est quand même magnifique de paradoxes, et que l'homme est un loup pour l'homme. Ça, par contre, on n'en sortira jamais. Bien, mais merci à tous les trois pour cet échange très riche. Donc, le CREL, on vous retrouvera bientôt le 9 décembre pour un événement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, peut-être? Oui, bien sûr. Ce sera le lundi 9 décembre, donc à l'ULB, sur le campus du Solbosch. Et donc là, on organise une conférence dans le cadre de la journée de prévention des génocides, qui est une journée internationale. Et donc, on aura un intervenant de la Fondation Auschwitz et un intervenant de l'ASBL Territoire de la Mémoire pour parler des génocides, de la notion et justement parler d'éthique. Donc voilà. Super, merci beaucoup. Et je t'en prie, Emmanuel. Ah ben moi, je voulais vous remercier parce que voilà, c'était un super moment et c'est toujours un plaisir de converser et de parler du monde. Ouais, dans lequel on vit. Merci à vous. C'est très intéressant. On peut retrouver le spectacle Boc Aperta jusqu'au 23 novembre au Théâtre Varia. Et puis après ça, on lui souhaite une bonne route, on l'espère. Voilà, merci à tous en tout cas et bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci. Mais c'est bon, vous pouvez... Ouais, c'est bon, super. Merci à vous. Espérons que ça ait marché. Passionnant. Et Ouais, ça super, enregistré merci, sur hein. mon téléphone aussi. Au cas où. Au pire, Mais puisqu'Aurélia est partie, elle a